Jusqu'à présent, dans ce cours, on s'est habitué à représenter les points du plan par leur abscisse et ordonnées, ce qui porte un nom, ce couple AB, il s'appelle les coordonnées cartésiennes d'un point du plan. Et cette façon de représenter les points du plan, on l'a au niveau des nombres complexes, représentés par une forme, qui est la seule forme des nombres complexes qu'on a utilisée jusqu'ici, la forme algébrique, z est égal à a plus ib. On a vu que cette forme était tout à fait pratique pour tout ce qui concernait l'addition, puisque, oui, elle additionne partie réelle et partie imaginaire. C'est une opération extrêmement simple qui correspond vraiment géométriquement à l'addition des vecteurs, donc il n'y avait pas de problème. Mais en revanche, elle n'était pas très pratique en ce qui concernait la multiplication, qui restait encore une opération assez mystérieuse, notamment en ce qui concerne son interprétation géométrique. À partir de maintenant, dans les vidéos qui vont suivre, on va s'intéresser à une autre façon de représenter les points du plan, qui est la suivante. Regardez bien, un point du plan, on peut le représenter par, d'une part, la distance qu'il y a entre ce point et l'origine, mettons ici qu'on l'appelle R. Donc R est une distance, c'est un réel positif. Et puis d'autre part, par un angle orienté, l'angle qu'il y a entre l'axe des abscisses et le segment qu'il y a entre l'origine et ce nombre complexe, enfin ce point du plan Z. Cette façon de représenter les points du plan, elle est très classique et le couple R-θ, il porte un nom, il s'appelle les coordonnées polaires de ce point. Au niveau des nombres complexes, on va voir en fait que ça va correspondre à une autre forme des nombres complexes, qui n'est pas la forme algébrique, mais qui s'appelle donc la forme polaire des nombres complexes, également appelée la forme trigonométrique. Spoiler, cette forme, ce sera la suivante, z est égal à r fois exponentielle de iθ. Alors, c'est un petit peu mystérieux, qu'est-ce que vient faire cette fonction, cette espèce d'exponentielle dans cette histoire? On verra ça plus tard, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui est important en fait, c'est juste que cette forme polaire, autant au niveau de l'addition, elle ne sera absolument pas adaptée, autant au niveau de la multiplication, là, elle sera particulièrement adaptée, d'une part pour faire les calculs, qui seront très simples à faire, mais surtout pour avoir une interprétation géométrique de ce qu'est la multiplication sur les complexes. Donc, il va falloir qu'on construise cette forme. Comme on vient de voir, il y a deux objets à étudier, l'objet R, la distance, et l'angle θ, et dans cette vidéo, on va commencer par le premier, c'est-à-dire la distance R. Cette distance qu'il y a entre z et l'origine, elle porte un nom, elle s'appelle le module de z et c'est l'objet de cette vidéo. D'où définition, si z est un nombre complexe, on appelle module de z la distance qu'il y a dans le plan entre z et l'origine. Cette distance, ce module, on la note de cette façon-là, regardez, avec des barres autour de z, exactement comme pour la valeur absolue, on expliquera pourquoi dans un instant. Donc au niveau du dessin, si dans le plan on représente un nombre complexe z, on est donc en train de parler de cette distance-là entre l'origine et z, qui est donc notée de cette façon-là. Alors pour comprendre cette notation, il faut faire une remarque toute bête qui est que si on s'intéresse au cas particulier d'un nombre réel x, eh bien son module d'une part et sa valeur absolue d'autre part, c'est la même chose. Ces deux quantités sont égales. Pour comprendre pourquoi, il suffit de faire un petit dessin. Regardez, imaginons qu'on représente donc la droite réelle et que sur cette droite réelle, on prenne un nombre réel x. Mettons qu'on le prenne positif, x est égal à 4. Le module de x, c'est donc par définition cette distance-là, entre l'origine et x. Et dans ce cas particulier, cette distance d, elle vaut 4, c'est-à-dire qu'elle est égale à x. Or, comme x est positif, eh bien x, il est vrai de dire que c'est aussi égal à la valeur absolue de x. Ok. Donc pour un réel positif, le module et la valeur absolue, c'est la même chose. Et en fait, vous allez voir que ça va aussi marcher pour un réel négatif. Imaginons qu'on prenne maintenant un x négatif, mettons x est égal à moins 3. Son module, c'est cette distance-là qui vaut 3. Et bien évidemment, 3 et pas moins 3, une distance, c'est toujours positif. Donc ici, cette distance, elle est non pas égale à x, mais à moins x. C'est moins 3. Et comme x est négatif, eh bien, elle est aussi égale à la valeur absolue de x. Donc vous voyez que dans tous les cas, le module d'un réel est égal à sa valeur absolue, ok. Revenons maintenant à cette notion de module sur les nombres complexes. Il y a des exemples tout bêtes qu'on peut donner dès maintenant. Par exemple, le module de 1, c'est 1. Ça c'est sûr, si jamais on fait le dessin. 1, il est ici dans le plan complexe, donc sa distance à l'origine, ça vaut bien 1. Et de manière équivalente, le module de i, c'est aussi 1, puisque dans le plan complexe, i il est ici et sa distance à 0, c'est aussi 1. De façon symétrique, le module de moins 1, c'est 1, et le module de moins i, c'est aussi 1.
Un autre exemple tout bête qu'on peut donner dès maintenant, c'est que le module de 0, ça vaut 0. Et d'ailleurs, 0 est le seul nombre complexe qui est de module 0. Une dernière propriété qu'on peut donner dès maintenant et qui se lit immédiatement sur un dessin, c'est le fait que pour tout nombre complexe z, le module de moins z sera toujours égal au module de z tout court. Pourquoi? Là, en fait, il faut simplement regarder le schéma. Si jamais on prend un nombre complexe z n'importe où dans le plan, comme par exemple ici, on sait que moins z, géométriquement, c'est le symétrique de z par rapport à l'origine. Donc, par symétrie, la distance qu'il y a d'une part entre 0 et z et d'autre part entre 0 et moins z, eh bien, c'est la même. La question qui se pose maintenant, c'est comment en pratique calculer le module d'un nombre complexe, et la réponse va venir du théorème suivant. Imaginons qu'on considère un nombre complexe z qu'on écrit sous sa forme algébrique avec a et b deux réels. Que vaut son module? Eh bien là, je vous propose qu'on laisse un blanc, et pour comprendre ce que vaut de manière générale le module de z, qu'on fasse un petit dessin. On représente un nombre complexe z dans le plan, quelque part, qui est donc de partie réelle a et de partie imaginaire b, et on s'intéresse à cette distance-là, bien évidemment. Comment l'exprimer en fonction de a et b? Eh bien, c'est en fait tout simplement par un bon vieux théorème de Pythagore, par exemple dans ce triangle-là, qui est bien un triangle rectangle, hein, puisqu'il y a un angle droit à cet endroit-là. Vis-à-vis de ce triangle, la quantité qui nous intéresse, le module de z, c'est bien sûr l'hypoténuse du triangle, donc il faut qu'on s'intéresse à la longueur des deux autres côtés. Et ces deux longueurs, on peut immédiatement les exprimer en fonction de a et b. Regardez en bas, cette distance-là, c'est alors non pas a, mais la valeur absolue de a, puisque c'est la distance qu'il y a entre a et l'origine. Et puis maintenant pour l'autre côté, qu'on le mette à droite ou à gauche, il s'agit de la valeur absolue de b. Donc dans cette situation, que dit Pythagore? Il dit la chose suivante. Le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le carré du module de z, est égal à la somme des deux autres carrés, c'est-à-dire la valeur absolue de a au carré plus le carré de la valeur absolue de b. Dans cette écriture, on voit qu'il y a une simplification qu'on peut faire tout de suite, à savoir que le carré de la valeur absolue de a, c'est a au carré tout court. En effet, regardez, la valeur absolue de a, c'est en fait soit a, soit moins a, hein, selon le signe de a. Or, quand on passe au carré là-dedans, eh bien en fait, qu'on soit dans le premier cas ou dans le deuxième cas, ça donne toujours a carré. Donc c'est bon, cette simplification, on peut toujours la faire. Et de la même manière, le carré de la valeur absolue de b, c'est b carré tout court. OK. Quand on est là, en fait, on a gagné puisque là, nous, on a le module de z au carré, mais on a une égalité qui est entre nombres positifs. Donc, pour obtenir le module de z, il suffit de prendre la racine carrée dans cette égalité, ce qu'on peut faire. Et ça nous permet de compléter le théorème. Le module de z est toujours égal à la racine carrée de a2 plus b2. Et tout simplement, comme on l'a vu par le théorème de Pythagore. Alors ça, en fait, quand on fait des calculs pratiques de modules, c'est très simple. Regardez, par exemple, si jamais on s'intéresse au module de 3 plus 2i, bah, on applique la formule. Donc c'est égal à la racine de partie réelle au carré de 3 au carré, plus partie imaginaire au carré 2 au carré, et donc ça nous donne racine de 9 plus 4, c'est-à-dire racine de 13. Autre exemple, si on s'intéresse au module de moins 3 moins 2i, ça nous donne la racine de, alors là cette fois-ci c'est le carré de moins 3 et le carré de moins 2, mais qui donne aussi la racine de 9 plus 4, c'est-à-dire racine de 13. Ce que je veux vous montrer dans ces deux exemples, c'est que quand vous vous intéressez au module d'un nombre complexe à partir de sa forme algébrique, le signe de la partie réelle et de la partie imaginaire n'ont aucune conséquence sur le résultat de ce module, puisque de toute façon, on prend un carré. Également, d'un point de vue géométrique, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que les 4 points qu'il y a ici, obtenus en prenant à chaque fois plus ou moins partie réelle, partie imaginaire, eh bien, ils sont tous à la même distance de l'origine. Faites bien attention, le module n'est pas une fonction additive. Ce que je veux dire par là, c'est que de façon générale, le module d'une somme, module de z1 plus z2, n'est pas égal à la somme des modules. Pour comprendre pourquoi, en fait, il suffit de faire un petit dessin. On représente deux nombres complexes un peu au hasard dans le plan z1 et z2. On sait que si jamais on veut obtenir dans le dessin la somme z1 plus z2, ça va être une somme vectorielle. Donc il faut dessiner le petit parallélogramme. Et z1 plus z2, il est ici. Et là, on voit bien que le module de z1 plus z2, c'est-à-dire cette distance-là, n'a aucune raison d'être égal à la somme de, premièrement, module de z1, qui est ici sur le schéma, plus module de z2, qui est ici. Et même, c'est plus précis, on comprend que ce qu'on va pouvoir dire sur le module de la somme z1 plus z2, ça ne va pas être une égalité, mais une inégalité. C'est que ce module va être plus petit
que la somme des modules module de Z1 plus module de Z2. Cette inégalité, en fait, elle est très célèbre, elle porte un nom, elle s'appelle l'inégalité triangulaire. Et inégalité triangulaire pour une raison simple, qu'en fait c'est une inégalité qu'on connaissait très bien sur les triangles. Cette inégalité, elle dit tout simplement que pour n'importe quel triangle ABC, la longueur d'un des trois côtés va toujours être plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. AB est plus petit que BC plus AC. Vous voyez, si vous comparez ici les deux dessins, que cette inégalité triangulaire-là qu'on vient de dénoncer sur les complexes n'est rien d'autre qu'une réécriture de l'inégalité triangulaire qu'on connaissait déjà sur les triangles en géométrie plane. Après s'être intéressé au module d'une somme, on va maintenant s'intéresser au module d'un produit. Et cette fois-ci, on va avoir une excellente nouvelle qui va être que si le module malheureusement n'était pas additif, il va être multiplicatif. Autrement dit, pour tout nombre complexe Z1, Z2, on aura toujours que le module du produit est égal au produit des modules. C'est un véritable petit miracle algébrique qui, vous allez le voir, va être particulièrement utile dans la suite de ce cours sur les nombres complexes. Cela dit, il va bien falloir qu'on démontre ce théorème. Allons-y. Donc on va commencer par se fixer deux nombres complexes Z1 et Z2. Et on va, pour pouvoir faire les calculs, les mettre sous forme algébrique. Z1, on va le noter A1 plus IB1 et Z2, on va le noter A2 plus IB2. On veut démontrer la chose suivante, donc que le module de Z1, Z2 est égal au module de Z1 fois au module de Z2, mais dans la démonstration, en fait, on ne va pas démontrer cette égalité sous cette forme-là, on va plutôt démontrer l'égalité des carrés. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'à gauche, le carré du module de Z1, Z2 est égal à droite le carré du produit des modules, c'est-à-dire le produit des deux carrés. Alors déjà, première chose, on peut tout à fait faire ça, puisque pour démontrer l'égalité de deux nombres positifs, il suffit de démontrer que leurs carrés sont égaux. C'est complètement équivalent. Et puis, d'autre part, en fait, c'est malin de s'intéresser plutôt au carré des modules plutôt qu'au module eux-mêmes, puisque le carré du module de A plus IB, c'est A carré plus B carré, et non pas la racine carrée de cette quantité. Donc, pour s'éviter de se trimballer des racines carrées partout dans les calculs, en fait, c'est de façon générale plus pratique de regarder le carré des modules que de regarder les modules en eux-mêmes. Passons maintenant aux calculs en eux-mêmes. Alors, pour la stratégie de la démonstration, c'est vraiment pas compliqué. On va regarder le terme de gauche d'une part, le terme de droite d'autre part, et à la fin, on comparera les deux résultats. Commençons par le terme de gauche. Donc, le module de Z1, Z2 au carré, c'est, comme on vient de le dire, la partie réelle au carré de Z1, Z2 plus la partie imaginaire au carré. Alors là, il faut se souvenir que la partie réelle de Z1, Z2, souvenez-vous, c'était A1, A2 moins B1, B2, alors que la partie imaginaire de Z1, Z2, c'est A1, B2 plus B1, A2. Maintenant, dans le calcul, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on développe tout en utilisant les identités remarquables et ça donne ça. Vous remarquez qu'il y a une petite simplification qui vient du fait que le double produit à gauche et le double produit à droite, c'est les mêmes, sauf qu'avec un signe moins à gauche et avec un signe plus à droite, donc les deux se simplifient, on obtient donc ces quatre termes. Voilà, c'est fini pour le terme de gauche. Maintenant, intéressons-nous séparément au terme de droite. Il faut donc qu'on calcule module de Z1 au carré fois module de Z2 au carré. Alors, le module de Z1 au carré, il est égal à 1 au carré plus B1 au carré. Et il faut donc le multiplier par A2 au carré plus B2 au carré. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, même chose. On développe tout et ça donne ça. Maintenant, regardez bien les deux résultats qu'on obtient à gauche et à droite. Et vous remarquez que c'est les mêmes quantités. En fait, c'est les quatre mêmes termes qui juste ont été écrits dans un ordre différent. Donc c'est bon, l'égalité est bien vérifiée et le théorème est démontré. Maintenant qu'on sait que le module est multiplicatif, on va pouvoir en déduire quasi immédiatement tout un tas de propriétés qui concernent le produit d'une part et également, comme vous allez le voir, le quotient. La première propriété, c'est la propriété qui dit que si au niveau du produit ça marche pour deux complexes, alors automatiquement ça va marcher pour n complexes avec n n'importe quel entier naturel. Pour tout Z1, Zn des complexes, on a que le module de leur produit est égal au produit de leur module. Ça c'est juste une récurrence immédiate. Un cas particulier très intéressant de cette propriété, c'est le cas où tous les ZI sont tous égaux entre eux, à un même nombre complexe Z. Et dans ce cas-là, ça va donner que le module de Z puissance n est égal au module de Z, le tout à la puissance n. Vous voyez que visuellement, ça consiste entre guillemets à faire sortir le n du module. Cette propriété, elle va donc être vraie, quel que soit le nombre complexe Z et quel que soit l'entier naturel n. OK. Troisième propriété, là on va commencer à parler de quotient
Et on a la chose suivante, pour tout z appartenant à C étoile, donc pour tout z non nul, alors d'abord, son module est non nul, hein, puisque comme il est non nul, sa distance à 0 est non nulle, ok. Et surtout, c'est là où je veux en venir, le module de l'inverse de z, c'est égal à l'inverse du module de z. Très intéressant. Alors là, pour le coup, il faut faire une petite démonstration. Allons-y. En fait, ce n'est pas très compliqué, il suffit de revenir à la définition de ce qu'est l'inverse. Par définition, on a que z fois son inverse est égal à 1. Et si dans cette égalité, on passe au module, eh bien d'une part à droite, module de 1, ça donne 1, bien sûr. Et d'autre part à gauche, par multiplicativité, ça donne module de z fois module de 1 sur z. Maintenant, regardez, si on s'aperçoit là qu'à gauche et à droite, on a deux quantités qui sont égales, eh bien ça nous donne ce qu'on veut tout simplement en divisant par module de z. Donc module de 1 sur z est égal à 1 sur module de z. La démonstration est terminée. Enfin, ayant cette propriété, on a immédiatement une propriété générale sur les quotients. Pour tout z1, z2 avec z2 non nul, on a que le module du quotient z1 sur z2, c'est le quotient des modules, module de z1 divisé par module de z2. En fait, là pour la démonstration, c'est très simple. C'est juste que le module de z1 sur z2, c'est le module de z1 fois 1 sur z2. On utilise la multiplicativité, puis on utilise la propriété précédente sur 1 sur z2. Donc, vous voyez que maintenant que vous avez toutes les propriétés sous les yeux, la conclusion finale, c'est vraiment que le module se comporte bien avec tout ce qui concerne les produits, quotients et donc les puissances. Bien évidemment, ces propriétés, lorsqu'on fait des calculs de modules, il faut les utiliser au maximum. Regardez par exemple, si jamais on pose z qui est égal à cette quantité-là, eh bien, si on s'intéresse au module de z, la première chose qu'il faut remarquer sur z ici, c'est que c'est un produit quotient. Le produit quotient de ces trois quantités-là, moins 5 d'une part, 2 moins i d'autre part, et puis enfin le dénominateur 4 plus 3i au carré. Du coup, par multiplicativité, le module de z, il est égal au produit quotient des modules, avec en plus au dénominateur le module du carré qui est égal au carré du module comme on l'a vu précédemment. Les trois quantités, on peut par ailleurs les calculer séparément en utilisant la toute première formule qu'on avait vue. Par exemple, le module au carré de 4 plus 3i, il est égal à partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Et ça, quand on fait le calcul, dans ce cas-là, ça donne 25. Donc, le module de z ici, ça va donner au dénominateur 25, on vient de le calculer. Et puis ensuite, le module de moins 5, c'est 5, puisque moins 5 est un réel. Donc ici, c'est la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Et enfin, le module de 2 moins i, c'est racine de 5. Donc, après simplification, ça nous donne racine de 5 sur 5, qui d'ailleurs vaut aussi 1 sur racine de 5, puisque ici, le dénominateur 5, on peut très bien l'écrire comme étant racine de 5 fois racine de 5, et tout simplifié par racine de 5. Maintenant, à vous de jouer, voici un petit exercice d'application, faites-le bien et on corrige juste après. Allons-y pour la correction. Alors voilà les résultats que vous êtes censé obtenir. Vérifiez que tout est juste. Si jamais ce n'est pas le cas, corrigez bien vos erreurs. À mon sens, il y a deux endroits où il faut faire bien attention. D'abord, c'est ici, le module de x, ce n'est pas juste x, c'est la valeur absolue de x, puisque le réel x n'est pas forcément positif. Et puis deuxièmement, ici, où là aussi, en fait, il y a normalement la valeur absolue de 1 plus x le tout au carré, mais comme un carré c'est toujours positif, sa valeur absolue c'est lui-même, donc on pouvait simplifier.